reçu cet hommage de mes anciens étudiants devenus mes amis avec beaucoup d'émotion, avec une grande joie. Et j'ai considéré que c'était un hommage, davantage un hommage à la relation que nous avons tissée ensemble, qu'un hommage véritablement à ma propre personne, évidemment. Ils ont voulu également réfléchir au travail que j'avais accompli, à mes écrits, etc. Mais j'ai considéré que cet hommage qui m'était rendu à l'université était davantage un hommage à ce que nous appelons en philosophie la philia. Philia, c'est un mot grec qui signifie justement l'amitié. Vous savez que l'étymologie du mot philosophie, philo, c'est aimer, philein, c'est aimer, sophia, c'est la sagesse. Donc ce mot de philo, qui signifie l'amour ou l'amitié, est, je l'ai dit lors de cet hommage, véritablement le premier mot de la philosophie. Donc j'ai considéré que c'était un hommage à la philia qui nous lie, parce qu'il est nécessaire dans l'acte d'enseignement d'avoir cette relation d'amitié et d'affection profonde pour ceux à qui on enseigne. Et c'est cela, d'une certaine façon, qui m'a été rendu par mes anciens étudiants, au centuple, je dois dire. Et c'est comme ça que j'ai reçu l'hommage qu'ils ont décidé de me rendre. La philosophie, je dirais que, justement, puisqu'on parle d'amour et d'amitié, je dirais que je suis tombé amoureux de la philosophie en terminale. C'est toujours ce qui arrive aux élèves. Je dirais même un peu avant la terminale, parce que j'ai toujours vécu parmi les livres de mon père. Mon père a toujours eu une importante et riche bibliothèque. Et je m'étais mis à lire un certain nombre d'ouvrages qui étaient dans sa bibliothèque bien avant d'arriver en terminale. Mais c'est lorsque j'ai eu un enseignement systématique de philosophie en terminale avec le professeur Sarr, que j'ai eu véritablement un engouement pour la discipline philosophique. Jusque-là, j'étais plutôt un élève qui se dirigeait vers les sciences. J'étais dans la série C, qui correspond à la série S aujourd'hui, S1, je pense. Et donc, j'avais toujours vu ma carrière comme étant devant être celle d'un ingénieur. Et en terminale, j'ai commencé à changer d'avis. Bon, j'étais dans une série littéraire, scientifique, je veux dire, mais avec une forte composante dans les humanités, puisque j'étais en terminale C, mais je faisais du grec, je faisais du latin, et donc il y avait toujours eu une forte présence des disciplines des humanités dans mon cursus. Quand la philosophie est venue s'ajouter à cela, j'ai beaucoup hésité. Je suis allé en France avec deux lettres dans la poche, deux lettres d'acceptation. Une qui m'acceptait au lycée Louis-le-Grand, où je serais allé faire Hippocagne, Cagne et préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Ça voulait dire aller en philosophie. Et l'autre était une lettre qui m'acceptait à l'INSA de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, où j'aurais suivi un cursus pour devenir un ingénieur. Et finalement, au bout du compte, j'ai décidé d'aller en philosophie, de rester à Paris, de ne pas aller à Lyon, de rester à Paris, de rester au lycée Louis-le-Grand et de marcher sur les traces de notre illustre père fondateur qui est Léopold Sédar Senghor. Exactement, parce qu'en fait, je peux dire que j'ai fait les deux. J'ai pu réconcilier à un moment donné mes deux amours, puisque après avoir suivi mon cursus de philosophie, classe préparatoire, j'ai eu la chance d'entrer à l'école normale supérieure, j'ai eu la chance de finir l'agrégation assez rapidement, en ayant encore quelques années d'école normale. Et là, à partir de ce moment-là, je suis retourné à mes études de maths, je me suis inscrit dans une maîtrise d'algèbre et de logique, donc j'ai fait des mathématiques à haute dose. Et au bout du compte, j'ai décidé de faire une thèse dans le domaine de l'algèbre de la logique. J'ai donc écrit une thèse qui regardait la rencontre qui s'est effectuée à un moment donné entre la logique, qui était traditionnellement l'affaire des philosophes, et l'algèbre.
historiquement, ce qui a donné naissance à cette branche des mathématiques et de la logique qu'on appelle l'algèbre de la logique, ça a été la rencontre entre la logique des philosophes et l'algèbre des mathématiciens. Donc, ce que j'ai fait pour ma thèse, après l'agrégation, c'est regarder l'histoire de cette rencontre et sa signification à la fois pour notre civilisation de l'ordinateur, parce que l'algèbre de la logique est à la base de notre civilisation de l'ordinateur, et puis ensuite regarder aussi la signification de cette algèbre de la logique comme projet philosophique. Donc je peux dire que les hésitations du jeune garçon de 17 ans que j'étais ont finalement donné le meilleur des deux, c'est-à-dire que j'ai mené la carrière philosophique, les études philosophiques que je voulais mener, et en même temps, j'ai accordé la plus grande importance à la mathématique dans ma thèse de troisième cycle et d'État. Vous avez raison de parler de glissement, je dirais plus glissement que changement de perspective. Parce que, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai donc fini ma thèse sur l'algèbre de la logique. Mes premières publications ont été des publications dans ce domaine. Les 2 premiers livres que j'ai publiés sont des livres publiés sur l'algèbre de la logique. Et entre-temps, j'étais rentré ici, à Dakar, où j'ai pris mes enseignements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de philosophie, comme assistant stagiaire, puis assistant, puis j'ai fait tout le cursus, maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire. Et entre-temps, si vous voulez, nous avons créé un enseignement de philosophie islamique dont je me suis chargé. À force d'enseigner, j'ai commencé aussi à écrire dans ce domaine-là. Par ailleurs, sur le terrain africain, il y a des problèmes et des débats, évidemment, qui ont cours. L'un des débats les plus célèbres, c'était sur la philosophie africaine elle-même, la possibilité de la philosophie africaine. Donc, me retrouvant ici, sur notre continent, j'étais partie prenante dans ces débats-là et je me suis mis également à écrire dans ce domaine. C'est cela, au fond, qui fait que mes écrits se sont diversifiés. À la fois, j'ai continué à écrire dans le domaine de la philosophie des sciences, des mathématiques. J'ai continué à publier dans ce domaine-là. Je me suis mis également à publier dans le domaine de la philosophie islamique. Je me suis mis également à publier sur les questions de philosophie en Afrique, les différentes problématiques. Alors, ça peut donner une impression de glissement ou de changement de perspective, comme vous dites, mais au bout du compte, il y a un fil conducteur, il y a un lien profond entre tous les différents domaines où j'ai écrit et où je continue à écrire. Et ce mot, vous l'avez prononcé, le mot qui constitue précisément le fil conducteur, vous l'avez prononcé, c'est le mot de traduction. Au fond, quand j'ai fait l'algèbre de la logique, je me suis intéressé à la manière dont nous traduisons nos argumentations en langue naturelle dans le langage symbolique de l'algèbre et de là dans le langage mécanique des ordinateurs. Donc c'est une question de traduction. Vous avez un problème, vous le formulez dans la langue naturelle, vous le formulez en français ou en wolof ou en anglais, et ensuite vous le traduisez en données qui peuvent être numérisables. Vous confiez ce problème à une machine qui vous sort une solution que vous réinterprétez dans la langue naturelle. C'est donc un processus de traduction que vous effectuez. Quand je m'intéresse à l'histoire de la philosophie dans le monde islamique, c'est pareil. Je m'intéresse à la manière dont la philosophie ancienne grecque a été reçue dans le monde islamique. Et recevoir une philosophie, ça signifie à la fois la traduire dans sa langue et ensuite la développer. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde islamique. Quand le monde islamique, dans son expansion, a intégré les centres d'enseignement traditionnel de la philosophie grecque, il a bien fallu faire quelque chose de cette science étrangère, de ces sciences étrangères, d'ailleurs je devrais dire au pluriel, puisqu'on se souvient que la philosophie à l'époque n'était pas seulement la métaphysique ou la théorie, la mathématique en faisait partie, la médecine en faisait partie, l'astronomie, etc. Donc ces sciences se sont trouvées traduites en arabe
et également traduite dans un autre sens, dans un sens moins littéral, qui signifie que les grandes questions qui étaient liées à l'islam se sont également traduites dans le langage du néoplatonisme, par exemple, de la philosophie grecque. Parce que l'histoire de la philosophie, c'est une histoire de traduction. Les langues deviennent philosophiques par la traduction. Le latin est devenu une langue philosophique, est devenue la langue de la philosophie en Europe par traduction de la philosophie grecque en latin. L'arabe est devenu la langue principale de la philosophie pendant très longtemps par traduction de la philosophie grecque en arabe. Et je considère que les langues africaines ont commencé aussi à devenir des langues de la philosophie lorsque, dans des centres comme Tombouctou, Djenné, etc., on s'est mis à produire en arabe et dans les langues africaines, utilisant les caractères arabes, des ouvrages de réflexion philosophique, ou en tout cas qui pouvaient avoir un caractère philosophique. Donc voilà, à la fois des directions très diverses prises par mes écrits, par mon travail, mais également un fil conducteur qui est toujours la question de la traduction. Et aujourd'hui, j'en suis au point où maintenant je réfléchis à la traduction elle-même. Les prochains travaux que je voudrais conduire sont des travaux de réflexion sur la notion de traduction, entendue au sens large, non pas seulement technique du passage d'une langue à une autre, mais au sens large de relations interculturelles, on va dire. La filiation intellectuelle avec Senghor, je dirais, est venue après. Parce qu'au moment où je suis allé au lycée Louis-le-Grand, évidemment, quand on parlait du lycée Louis-le-Grand, on pensait immédiatement à Senghor parce que c'était son alma mater, comme on dit, sa mère nourricière, c'était le lycée Louis-le-Grand. Mais dans mon esprit, au fond, il ne s'agissait pas de Senghor. Je n'étais pas particulièrement senghorien au sens où sa pensée serait présente dans mon esprit. Ça ne l'était pas du tout. Sa poésie, évidemment, oui, puisque c'était un grand classique de la poésie et les gens de ma génération savaient tous beaucoup de poésie de Senghor. Une fois maintenant que je suis entré à l'école normale supérieure, évidemment, bon, il l'a su, puisque le directeur de l'école normale à l'époque lui avait envoyé un télégramme pour le féliciter de l'entrée d'un Sénégalais à la rue d'Ulm. Ce directeur se trouvait avoir été un condisciple de Senghor. C'est pour cela qu'il avait pris sur lui de lui écrire, après m'en avoir parlé, donc juste après la proclamation des résultats. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter le président Senghor. Il m'a d'abord reçu très amicalement juste après mon entrée à l'école normale supérieure. Nous avons pu bavarder assez longuement. Et ensuite, il a quitté le pouvoir, comme vous le savez. Et il avait souhaité que je sois un des responsables de la revue sénégalaise de philosophie que sa fondation dirigeait. Donc il y avait beaucoup de raisons qui faisaient que je le fréquentais et que je pouvais bavarder amicalement avec lui de sujets intellectuels, aussi bien ici à Dakar quand il revenait encore, parce que dans les premières années après qu'il eut quitté le pouvoir, il revenait, et à Paris également, où j'allais le voir à son appartement du square Tocqueville. Il s'est créé à ce moment-là des liens, évidemment, de profond respect de ma part, et il m'a honoré de son attention, mais ça n'était toujours pas décisif pour un intérêt que j'aurais eu pour sa pensée à proprement parler. Donc mon intérêt pour la pensée de Senghor est arrivé assez tard dans ma trajectoire. Disons qu'un tournant a été véritablement l'année 1996, qui correspondait à son 90e anniversaire, qui a été fêté, célébré un peu partout dans le monde, en particulier ici, évidemment, chez nous, à l'Université de Dakar. Et puis, à l'UNESCO, il y a eu également une très grande cérémonie, une cérémonie importante. Alors, quand ici, à Dakar, le 90e anniversaire du président Senghor a été célébré, l'université elle-même a tenu à en faire un moment de réflexion, un moment de recul et de réflexion
sur l'œuvre multiforme de Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire sa poésie, bien entendu, sa philosophie, la négritude, comme elle s'est appelée, et puis l'homme d'État qu'il était, la trajectoire politique qui avait été la sienne. Et ça a été un moment, je dirais, très important pour toute l'intelligentsia sénégalaise, parce que l'université était un peu le bastion de l'opposition intellectuelle au président Senghor, il faut bien le dire. Et donc, nous étions en gros à l'université de Dakar sur des positions relativement contraires à la politique du président Senghor. 96, ça faisait 16 ans qu'il avait quitté le pouvoir. C'était un homme qui était maintenant vers la fin de sa vie. L'écran politique qui le dissimulait au fond s'était dissipé, et donc le moment de la réflexion était venu. Et tous les universitaires, tous les intellectuels que nous étions, qui nous étions penchés ce jour-là tous ensemble sur l'œuvre, avons eu un rapport, je crois, plus vrai, plus authentique à ce qu'il avait fait. On avait suffisamment de recul à ce moment-là pour juger de la signification du fait que notre pays l'avait eu pour premier président. On pouvait apprécier ce que cela pouvait signifier politiquement. On pouvait apprécier ce que cela pouvait signifier que sur un continent qui avait été appelé par notre compatriote Benoît Saliou Ngom dans les années 1980 le continent oublié des droits de l'homme, nous ayons eu quand même une forme d'exception sénégalaise, une exception démocratique sénégalaise réelle, qui tenait évidemment à la qualité de l'opposition sénégalaise, mais qui tenait également fortement à la personnalité de Senghor. Le premier grand contre-pouvoir au pouvoir de Senghor, c'était Senghor lui-même. Le poète qu'il était, le philosophe qu'il était, l'humaniste qu'il était, n'aurait jamais permis certaines dérives pouvoiristes qui ont emporté beaucoup de régimes en Afrique. De cela, nous pouvions juger à ce moment-là de manière sereine. De la même manière, nous pouvions également relire ces textes théoriques, voir les réflexions qui avaient été les siennes au cours de très nombreuses années et ne pas réduire la négritude à 2 ou 3 formules. En général, quand les gens attaquent la négritude, ils disent « Ah, il a dit l'émotion est nègre, la raison est hélène ». Il n'a pas dit que ça. S'il avait écrit une seule phrase, nous n'aurions pas eu 5 volumes de liberté. Et donc, c'était un moment pour simplement le lire, faire attention à ce qu'il a dit, aux raisons pour lesquelles il avait dit ce qu'il avait dit, comment il avait été contradictoire dans sa passé, comment il avait résolu ses contradictions, comment il avait changé d'avis, revisité ses propres thèses, redressé ses thèses, etc. Et puis la poésie, évidemment. Mais ceci pour vous dire que c'était un moment de relecture de Senghor, ce moment 1996, et c'est là que s'est effectué, je crois, chez moi, le tournant qui a fait que la pensée de Senghor est devenue pour moi d'un certain intérêt. Et cet intérêt rencontrait ma propre démarche parce qu'un des philosophes qui ont été le plus influents dans la constitution de ma réflexion, ça a été Bergson, le philosophe français Bergson. Et le bergsonisme de Senghor m'est pleinement apparu à ce moment-là. Ensuite, j'ai été invité par les Alliances françaises, le réseau des instituts français dans le monde, après 2006, qui était cette fois-ci le centenaire de sa naissance, a donné un certain nombre de conférences dans plusieurs pays, évidemment beaucoup aux États-Unis, mais également dans les Caraïbes, les îles Barbades, etc., etc. Et c'est à l'occasion de cette tournée que je me suis mis à écrire sur Senghor. Au terme de cette tournée où j'avais présenté beaucoup de conférences sur Senghor, c'était une tournée assez éprouvante en termes de temps et de déplacement. Il m'arrivait de dormir ici un soir, et puis l'autre soir, j'étais dans un autre pays, dans un autre hôtel, etc. J'avais des écrits sur Senghor et j'ai décidé à ce moment-là d'en faire un livre. Et c'est comme cela que j'ai la relation personnelle que j'avais eue avec Senghor est devenue aussi une relation intellectuelle et philosophique
post-mortem, puisqu'il était mort à ce moment-là, à titre posthume. Et c'est ainsi qu'au fond, j'ai pu, je crois, contribuer à ce qui est aujourd'hui une véritable renaissance des études senghoriennes. On s'en rend peut-être pas compte tellement, on ne s'en rend pas compte tellement dans notre pays, mais par exemple aux États-Unis, il y a une recrudescence des écrits sur Senghor, des relectures de Senghor qui sont en train de s'effectuer, et je pense avoir modestement contribué par mon livre, dans sa version française originale, et également dans sa traduction en anglais, parce que mon livre en anglais, en fait, a davantage circulé encore que le livre en français, mais c'est normal, c'est la langue anglaise qui est comme ça. C'est l'une des choses qu'il faut mettre à son actif. C'est vrai que sa vision était très claire. Il avait eu toujours le sentiment que la culture précédait tout. Simplement ce qu'il disait, la cohérence de sa réflexion était la suivante. Il disait l'un des grands problèmes du monde, c'est l'inégalité. L'inégalité entre les nations. Évidemment, il y a des inégalités au sein des nations, mais l'inégalité entre les nations est le grand problème. Et cette inégalité entre les nations, il l'a résumée dans une expression qu'il utilisait souvent, c'était la détérioration des termes de l'échange. Autrement dit, nous devions toujours produire encore plus de matières premières pour pouvoir acheter les produits manufacturés dont nous avions besoin. Et Senghor estimait que la véritable action économique devait être une action économique globale qui consisterait à remettre précisément le monde sur les rails, c'est-à-dire que le monde entier s'accorderait à considérer que ces inégalités étaient non seulement injustifiées, mais inacceptables et à terme destructrices d'une civilisation humaine, d'une civilisation de l'universel, et que donc c'était là que devait porter véritablement l'action. Et il estimait que la raison pour laquelle le monde pouvait s'accommoder de ces inégalités, c'était qu'il y avait une forme de mépris culturel profond vis-à-vis du Sud en général, des Africains en particulier. Senghor disait, il a eu un texte où il dit que les différentes crises économiques ne sont finalement qu'autant de manifestations de quelque chose de profondément culturel qui était le mépris culturel. Parce que seul le mépris culturel pouvait justifier que l'on s'accommode de certaines inégalités. Donc quand il disait la culture est au début et à la fin du développement, ça faisait sourire en disant enfin comment la culture ça ne se mange pas, etc. Mais c'était tout à fait cohérent. Il disait qu'il fallait d'abord changer les relations culturelles, la vision, les rapports culturels pour pouvoir accorder les relations économiques à des rapports entre cultures qui seraient de véritables rapports de convergence en direction d'une civilisation de l'universel. Raison pour laquelle il estimait que dans son pays, il lui fallait évidemment mettre l'accent sur l'éducation et sur la culture. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout donné au fond à l'éducation et à la culture. Quand il a voulu, au tout début de sa présidence, 6 ans après notre indépendance en 1960, que le Festival mondial des arts nègres soit le plus grand événement de sa présidence, c'était pour cela. Réunir dans sa capitale, ici, à Dakar, dans son pays, l'élite du monde noir, l'élite artistique, l'élite intellectuelle, etc., c'était pour lui la continuation de ce qu'avait été le mouvement de la négritude et la continuation de ce qu'avaient été les différentes rencontres comme la rencontre des intellectuels noirs à la Sorbonne en 1956, suivie de la rencontre de Rome, etc. La prochaine étape dans son esprit devait être ce festival mondial des arts nègres. Ça, c'est sur le plan de la culture. Et donc, il a construit les infrastructures qui ont été les infrastructures de la culture au Sénégal pendant très longtemps. Aujourd'hui, ces infrastructures se sont avérées insuffisantes. Nous ne sommes plus 3 millions comme moi j'apprenais que nous étions quand j'étais à l'école primaire. Nous sommes une quinzaine de millions. Donc maintenant, nous créons d'autres infrastructures, le Grand Théâtre, etc. Mais son action avait été une action visionnaire parce que créer ces infrastructures-là en 60 et donner le statut qu'il a donné
à la culture et aux artistes, c'était véritablement marqué très profondément la psyché sénégalaise, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le ministère de la Culture, symboliquement, a un poids absolument énorme dans la configuration du gouvernement. Ce n'est pas le ministère le plus important, évidemment, mais son importance symbolique tient à la politique de Senghor. Même chose pour l'éducation. Il a voulu une éducation exigeante et de qualité. Il n'y avait aucune raison que parce que nous étions un pays sous-développé, nous ayons une école sous-développée. Et donc, notre école devait être aussi bonne que les meilleures écoles en France, puisque la France, par la force des choses, était notre référence. Je vous ai parlé de la première visite que je lui ai rendue lorsqu'il m'a convoqué à la présidence après mon entrée à l'École normale supérieure. Ce qu'il m'avait dit d'ailleurs, c'était après tout, vous êtes le fruit de ma politique. Il voulait dire que d'une certaine façon, moi-même et puis les gens de ma génération, nous avons été une génération qui est effectivement une génération d'enfants de Senghor. Les gens de ma génération ont tous eu des carrières très brillantes après des études extrêmement brillantes. Et donc, nous pouvons considérer effectivement que nous étions les enfants de la politique éducative du président Senghor. Encore une fois, aujourd'hui, nous ne sommes plus quelques millions, nous sommes une quinzaine de millions. Il y a une massification, donc les problèmes de l'éducation ne sont plus les mêmes, ne serait-ce qu'en termes démographiques, que ceux qu'ils étaient du temps de Senghor. Mais de son temps, je crois qu'il a réussi la politique éducative que notre pays pouvait espérer après les indépendances et la politique culturelle également. Je le crois. Je crains que nous soyons devenus, pour beaucoup d'entre nous au Sénégal, un peu négativistes. Nous avons l'impression que rien ne va, nous plaignons tout le temps. On a un magnifique aéroport et même cet aéroport, on commence à décrier en disant il y a ceci, il y a cela, et ça. Nous avons cette tendance, nous au Sénégal, à un petit peu être négatifs par rapport à ce que nous avons. Mais si nous regardons les choses froidement, de manière lucide et surtout que nous comparons avec les pays qui sont à peu près au même niveau de développement que le nôtre. Cette politique a non seulement porté des fruits, mais elle a continué également à asseoir la position du Sénégal. Nous avons une position diplomatique dans le monde et nous avons une voix dans le monde qui ne correspond absolument pas à notre niveau de développement économique. Aujourd'hui, nous avons du pétrole et du gaz, semble-t-il. On va voir ce que ça va donner. Mais pendant très longtemps, nous avons été une république de cacahuètes, de phosphates et de tourisme et de pêche. Mais nous avons eu et nous avons une voix qui porte dans les instances internationales. Nous avons une diplomatie qui est assise non pas sur un poids économique, mais précisément sur cette tradition culturelle, intellectuelle qui est la nôtre. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut, je crois, juger de la place et de la position du Sénégal dans le monde. Et cela s'est continué. De ce point de vue, notre pays est véritablement, dans sa situation actuelle, notre pays a hérité profondément de Senghor et continue de vivre sur cet héritage-là. Le président Abdou Diouf a voulu la plus grande continuité possible. Je crois que cette expression résume au fond ce qui était sa politique culturelle. La position, les circonstances dans lesquelles le président Abdou Diouf est devenu président et les circonstances dans lesquelles Senghor était président étaient radicalement différentes. Le président Abdou Diouf, au jugement de l'histoire, apparaîtra comme le président des ajustements structurels. Il est arrivé au moment où le Sénégal était sous ajustement structurel, pas seulement le Sénégal, beaucoup de pays, pratiquement la plupart des pays du Sud. C'est-à-dire que les conditions économiques n'étaient plus les mêmes. La manière, par exemple, de considérer le domaine de la culture ne pouvait plus être la même. Et dans ces circonstances-là, ce que le président Abdou Diouf a voulu, c'était que
le maximum de continuité puisse être préservé dans ce qui était véritablement la vision du président Senghor, c'est-à-dire sa vision culturelle. Pour vous donner un exemple très précis pour rendre les choses beaucoup moins abstraites. Il n'était plus question, au fond, de refaire le Festival mondial des arts nègres de 1966. D'ailleurs, vous avez vu que quand on a essayé de le refaire sous le président Wade, ça a été quoi? Un certain nombre de grands concerts de musique, et puis voilà tout. Ça n'a pas eu le même effet profond de renouvellement culturel que 1966. Ça n'était pas la peine d'essayer de refaire 1966. Il fallait donc faire autre chose. Et autre chose, ça a été la Biennale. La Biennale qui a été mise en place sous le président Abdou Diouf, et donc maintenant, d'ailleurs, la Biennale est tellement entrée dans les mœurs, on oublie un peu les origines de la Biennale. Mais je suis heureux d'avoir été de ceux, avec Amadou Lamine Sall, avec Moustapha Tambadou et les différents ministres de la Culture qui ont accompagné ce mouvement, en particulier dans les derniers, Makiri Gassama évidemment, Moustapha Ka, tous ces grands, Abdoulaye Eliman Khan évidemment. La Biennale a été un peu ce qui pouvait être la traduction dans les circonstances actuelles de ce qu'avait voulu faire le président Senghor avec le Festival mondial des arts nègres. Et donc voilà sur un exemple précis ce que j'appelle le maximum de continuité possible dans des circonstances qui sont totalement différentes. Senghor avait voulu par exemple les manufactures de Thiès. Commençant à zéro. On forme tous ceux qui vont travailler aux manufactures de Thiès. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Mais l'État était lui-même le principal acheteur. Et puis nous distribuions ces tapisseries en accompagnement d'une certaine manière de nos politiques diplomatiques. On pouvait le faire dans les circonstances économiques qui étaient les circonstances économiques senghoriennes. Dans les nouvelles circonstances, avec la contrainte des ajustements structurels, ce n'était plus possible. Donc encore une fois, pour les tapisseries aussi, il fallait réfléchir à la manière de préserver au maximum la continuité tout en tenant compte de manière réaliste des circonstances nouvelles. Et donc je dirais que c'est cela, la vision qui a été celle du président Abdou Diouf. Comment être fidèle dans le mouvement que commandent les circonstances nouvelles. Et je pourrais même dire que l'essentiel de sa politique, au-delà de la politique simplement culturelle du président Abdou Diouf, ça a été cela. Parce que, et humainement d'ailleurs, et personnellement, puisque j'ai eu la chance de connaître donc les deux, d'avoir fréquenté le président Senghor et d'avoir fréquenté pendant 6 ans, et puis ça continue maintenant, donc bien plus de 6 ans, le président Abdou Diouf, je n'ai jamais vu un homme d'une aussi grande fidélité envers le président Senghor. Je le dis d'autant plus que certains ont cru devoir douter de cette fidélité en disant il a opéré une rupture avec Senghor, etc. Ce qu'on a appelé la désengorisation. Ce qu'on a appelé la désengorisation, qui est un phénomène totalement absurde. C'est absurde de parler à son propos de désengorisation. Il a compris les circonstances nouvelles qui étaient celles de notre pays, et il s'est demandé comment être fidèle à la flamme et à l'inspiration senghorienne, étant donné les nouvelles circonstances. Et c'est cela qui a été sa politique. Personnellement, il ne s'est jamais départi une seconde de l'affection et du rapport très personnel qu'il avait eu avec le président Senghor. Et il a toujours eu également le souci de maintenir la vision socialiste et humaniste et profondément imprégnée de culture du président Senghor dans les circonstances nouvelles qui étaient celles où il dirigeait notre pays. Je suis ravi que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, c'est une question qu'il faut pouvoir analyser de manière lucide et simple. Je vous ai indiqué tout à l'heure combien l'année 1996 avait été une année importante dans ce que j'appellerais la réconciliation
entre Senghor et son intelligentsia. Quand l'Université de Dakar, de manière tout à fait lucide simplement, a fait le travail qui devait être le sien, c'est-à-dire un travail d'intellectuel, en analysant la pensée de Senghor avec le recul que l'histoire permettait. De la même manière, si on considère le recul que l'histoire permet, on voit en quoi les trajectoires et les héritages de Senghor et de Cheikh Anta Diop se fondent finalement l'un dans l'autre. Le nationalisme exigeant de Cheikh Anta Diop, son obsession de l'unité de l'Afrique, son obsession aussi, je dirais, du développement, de la promotion et du développement de nos langues. Évidemment, ça, c'est un héritage et un viatique pour nous autres Sénégalais de notre génération et des générations à venir. De la même manière, on peut, en relisant la philosophie senghorienne, voir en quoi ce qu'il a appelé lui-même avec ses compagnons la négritude et ce que Cheikh Anta Diop a fait d'ouvrage en ouvrage se fonde avec le recul historique pour être simplement une affirmation de la présence africaine dans le monde. Cette expression de présence africaine que fort heureusement Alioune Diop a choisie pour sa maison d'édition et sa revue, c'est l'expression la plus importante. Il s'agit pour nous, Africains, quelle est notre responsabilité, quelle est la mission que nous devons remplir aujourd'hui? C'est marquer notre présence dans le monde, c'est-à-dire une présence africaine dans les grandes questions planétaires. Il n'y a aucune raison que nous soyons absents de la réflexion sur le changement climatique, de la réflexion sur l'éthique, les bioéthiques, etc., etc., sur les grandes questions mathématiques dans le monde, etc. Il n'y a pas non plus de raison que notre continent ne pèse pas davantage dans le cours du monde. Si nous prenons une définition aussi simple de la mission d'affirmation d'une présence africaine, Senghor a fait sa part, Cheikh Anta Diop a fait sa part, et nous avons la chance, nous, au Sénégal, d'être les héritiers de ces deux parts, de ces deux contributions majeures de ceux qui ont été les plus grands penseurs, probablement, du XXe siècle. Et donc, il n'y a aucune raison de penser qu'il faut choisir entre les deux. On a eu un moment où il fallait choisir politiquement entre les deux. Mais aujourd'hui, dire que si on dit quelque chose de positif sur Senghor, c'est au détriment de Cheikh Anta Diop et vice-versa, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Il n'y a pas une bifurcation où il faut faire son choix. Nous avons la chance d'être les héritiers de ces deux géants et d'autres. Eh bien, profitons de l'héritage et voyons où nous-mêmes nous le portons modestement, sans avoir à choisir.